Hello and welcome to our second Seeds of Change. Bonjour et bienvenue à notre deuxième événement Semer les graines du changement. C'est un moment pour nous tous de nous arrêter, d'apprendre et de se mettre au courant sur les développements dans notre secteur en matière de durabilité. Nous apprécions que vous ayez pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Si vous voulez écouter la session d'aujourd'hui en français, vous n'avez qu'à sélectionner l'icône du globe en bas de votre écran. Je suis ici à Toronto, territoire traditionnel non cédé de plusieurs nations, dont les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les peuples Wendat. Et ce territoire abrite aujourd'hui de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous avons beaucoup à apprendre de cet environnement et des pratiques des personnes autochtones. Environnement et changement climatique Canada a noté qu'on a passé l'année la plus chaude jamais enregistrée l'année dernière et juillet était le mois le plus chaud jamais enregistré. Donc, nous voyons que nous avons aussi des températures au-dessus de la moyenne cet été, alors que nous naviguons toutes ces choses, tous ces effets du changement climatique. Nous créons aussi énormément de déchets et de pollution. Donc, l'année dernière, Téléfilm et CBC Radio-Canada ont sorti des données en matière des calculs de leur empreinte carbone et CBC a publié son rapport en novembre dernier. Donc, donc, c'était la plus grande publication cet égard jamais publiée. Alors voilà, on sait que nous ne sommes pas à l'abri en termes de la production. Donc, on produit dans les maisons, c'est le transport, les matériaux et les espaces de bureau, tout comme au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et donc, on se concentre sur l'espoir aujourd'hui. Donc, hier, Canadian Broadcasters for Sustainability, un consortium de 22 radiodiffuseurs au Canada, ont sorti le premier rapport de progrès. Et ils se sont engagé envers 9 actions, donc des plans de durabilité, donc des récits verts et d'autres initiatives. C'est un rappel pour nous, les personnes qui sont impliquées à produire ces histoires, qu'on a le pouvoir de changer la trajectoire de cette crise climatique. On peut changer la façon que nous exploitons. On peut changer aussi comment nous utilisons et exploitons les énergies. Et on peut aussi changer ce que les auditoires ou le public voient à l'écran. Donc, oui, on va entendre de plusieurs personnes aujourd'hui, des bailleurs de fonds, des syndicats, des personnes du côté technique, bon, des personnes, des experts en matière de durabilité. Alors, c'est un excellent groupe et pendant toute la séance aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions avec la fonction de questions et réponses dans Zoom. Si les intervenants n'ont pas le temps de vous répondre parce qu'ils ont un temps limité, on va vous envoyer la réponse en suivi. Donc, maintenant, c'est le moment pour moi de lancer la parole à Sarika Suzuki, l'une des animatrices, en fait, de Nature of Things, diffusée sur celui-ci depuis plus de 60 ans. Alors, elle va parler de pourquoi la durabilité est importante et pourquoi, en fait, la chose la plus importante, c'est les actions. Merci énormément, Sally. Bonjour tout le monde. Je suis Sarika Kali Suzuki. Je suis co-facilitatrice ou co-animatrice avec Anthony Morgan de Nature Things. Donc, pour votre information, je suis biracial et j'ai des cheveux noirs et j'ai une blouse blanche et je m'assois dans un bureau. Je suis très contente d'être donc, je suis sur le territoire des Esquimalt et d'autres nations ici sur l'île de Vancouver et je faisais partie du premier événement l'année dernière. Et je suis content qu'on continue la discussion parce qu'il n'y a pas de question que les changements climatiques changent notre monde. Le mois dernier, le mois de mai, était le 12e mois, en fait, d'affilée où on a dépassé la moyenne, pardon, le record pour le mois le plus chaud ici au Canada. Nous avons tous vu ou ressenti les effets des changements climatiques. Et comme vous savez tous et toutes, on vient de passer notre hiver le plus chaud enregistré depuis le début, depuis toute l'histoire. Et voilà, on sait qu'on a des rivières atmosphériques et beaucoup d'incendies avec beaucoup de monde qui
qui doit, qui doit... Donc, on a aussi des dômes de chaleur comme celui que vous avez en Ontario et au Québec présentement, et aussi des parties des maritimes. Et pour les gens qui sont dans ces endroits, j'espère que vous allez rester au frais. Alors, on sait que le monde a changé. La question est, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? J'ai grandi dans un ménage qui était très ouvert en termes de l'écologie et l'état de l'écologie dans le monde. Mes deux parents sont des universitaires qui sont toujours des activistes environnementaux, des militants pour l'environnement. Bon, il y en a un qui donc, vous pouvez imaginer les types de discussions que nous avions eues autour de la table. Donc, d'un côté, j'avais mon père qui disait, ah, ben là, c'est la fin du monde et c'est l'apocalypse qui s'en vient. Et de l'autre côté, ma mère disait, OK, Suzuki, qu'est-ce qu'on va faire avec cette information? Alors, je savais toujours que la planète était en train qu'on détruisait la planète, mais on m'a toujours enseigné aussi que c'était notre responsabilité de faire quelque chose, qu'on pouvait agir chacun et chacune. Ça peut sembler très simple, mais savoir qu'on peut en fait effectuer un changement, ça a été très important dans ma vie. Et l'action, c'est vraiment l'antidote ici. Et c'est la raison pourquoi je suis parti du monde de la science. Je me suis joint à cette industrie, ce secteur, pour changer la conversation dans les médias. Donc, j'ai un parcours en biologie maritime. Depuis que je suis toute petite, j'ai été obsédée avec les océans. Ça demeure le cas. Je savais que je voulais devenir une biologiste maritime, euh, mais plus que j'apprenais sur, en fait, le fait qu'ils étaient en déclin. Alors qu'une fois que j'ai terminé mon doctorat, j'étais sidéré avec cette sensation de l'urgence de la chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le saut pour venir dans le secteur médiatique. Vous travaillez au sein de ce secteur. Évidemment, on a des enjeux et des problèmes ici aussi, mais on peut pas, en fait, c'est impossible de nier l'importance et le pouvoir qu'on a dans cette industrie. Donc, tous les gens ont accès de ce jour aux médias et on peut sortir des messages très rapidement de ces jours-ci en termes de l'action climatique. L'urgence est la clé. L'un des programmes que nous avons produits pour The Nature Things a passé aux ondes l'année dernière et en fait, l'idée de cela venait de la lutte auquel je faisais face en tant que maire. Alors, comment on va survivre face au changement climatique? Et je me souviens d'avoir eu beaucoup de peur, très peur, en fait, avant de commencer ce film, parce que là, la dernière chose que je voulais faire, en fait, c'est de créer un film sur les changements climatiques. Elle est déprimante. Mais heureusement, ce que j'ai découvert pendant que j'étais en train de produire le film, ça a vraiment changé ma perspective ou mon point de vue sur les changements climatiques. Ça a changé aussi de ma vision de notre capacité en tant qu'être humain. Alors que ici, à l'intérieur de Colombie-Britannique, c'est le récit, en fait, d'un petit village. Et j'ai rencontré l'ancien chef d'une Première Nation et ces personnes habitent au même endroit depuis au moins 7000 ans. Alors, pas loin de Nakoba, il y a le village de Lytton. En 2021, ils ont cassé des records de température 3 jours d'affilée et la quatrième journée, le village a brûlé. Alors, Kanakabar, c'est un village voisin. Il y a plusieurs années, des décennies, ils ont reconnu ce qui allait se passer avec les changements climatiques et donc ils ont préparé un plan d'adaptation et de transition. Ils ont commencé à corriger leurs propres données sur le vent, les températures, sur la pluie, la précipitation. Ils utilisaient ces données pour façonner leurs décisions, etc. Aujourd'hui, ils font pousser leurs propres légumes, et ils utilisent des panneaux solaires et ils ont de la sécurité financière avec l'énergie hydro qu'ils utilisent et ils ont plusieurs autres initiatives en cours. Alors voilà, Kanakabar, c'est l'un des endroits les plus chauds du pays, mais malgré tout cela, leur communauté prospère. Je pense que la chose la plus importante ou essentielle ici, c'est que les gens de Kanakabar, ils n'ont pas attendu l'aide du gouvernement, ils n'ont pas attendu après personne, en fait, ils ont
pris ces changements. Ils ont vraiment agi avec l'urgence, le niveau d'urgence qui est nécessaire pour faire face à ce changement climatique. Ils ne sont pas tous seuls. Les communautés partout au Canada s'engagent dans des actions. J'ai rencontré des enfants, des grands-parents, des professeurs qui forcent le changement. Ils sont actifs, ils sont proactifs, ils changent cela activement. Alors voilà, le déclin de l'utilisation des combustibles fossiles, on l'appelle maintenant inévitable. Alors, la déforestation de la forêt amazonienne est descendue de 22 alors plus que 90 des personnes partout sur la planète aujourd'hui veulent voir plus d'action au niveau du climat et 70 sont prêts à contribuer une partie de leurs revenus pour contribuer à cet effort. Alors, il y a beaucoup aussi de militants jeunes qui essaient de se joindre au cadre politique pour transformer les gouvernements et changer la loi et agir pour changer leur avenir. Je ne peux pas mettre trop d'emphase sur le fait que le changement est en cours, mais on a besoin de nous tous et toutes pour agir pendant ce moment critique. On a beaucoup de potentiel et de possibilités de faire des changements et de devenir des leaders en matière de durabilité dans ce secteur. Je suis venu dans ce secteur, en fait, parce que j'ai ressenti cette urgence et j'ai bien hâte d'apprendre des autres intervenants et intervenantes aujourd'hui. J'ai bien hâte de tisser des liens avec vous tous et toutes pour qu'on puisse entreprendre des actions ensemble. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Chris Shim qui a des informations importantes sur ce que nos audiences, nos publics veulent entendre et voir. Je te passe la parole, Chris. Parfait. Merci beaucoup, Sarika. Bon après-midi. Je suis Chris Shim et je suis une analyste en chef avec l'équipe de recherche ici chez CBC. Je suis bon, j'ai des lunettes et je porte un chandail polo avec une imprimée, donc en noir et blanc de feuilles. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter de la recherche que j'ai faite avec une collègue sur ce que les Canadiens pensent du changement climatique et ce qu'ils veulent entendre, en fait, sur ce sujet. Donc, à partir de leurs ressources immédiates, donc, on a passé un sondage, on a passé une entrevue, près de 2000 adultes canadiens âgés de plus de 18 ans. Et voilà ce qu'ils ont dit. Quand on a demandé qu'ils choisissent les top 3, les changements climatiques étaient en fait arrivés à égalité pour cinquième. Donc, c'est une diminution de l'année passée où 30 des Canadiens pensaient que c'était la plus grande préoccupation. Évidemment, le logement est devenu un enjeu majeur. Évidemment, il y a la santé, il y a aussi l'inflation. L'inflation a pris beaucoup de place, donc qui a pris la place des soins de santé, qui a occupé la première place l'année dernière. Alors, les gens, ils ont seulement une place limitée pour comprendre toutes ces choses. Alors, évidemment, donc avoir un toit par-dessus notre tête et aussi mettre de la nourriture sur la table, c'est devenu la plus grande priorité. Mais on sait que les changements climatiques ne vont pas disparaître. Mais bon, c'est pas que les Canadiens ne se soucient pas des changements climatiques et quand on leur demande directement s'ils se soucient de l'environnement en général, trois quarts des Canadiens disent qu'ils sont préoccupés à un certain niveau, du moins. Alors, l'année dernière, c'était 81 mais c'est ça, c'est assez fort quand même. Et ces gens qui se disent très préoccupés, ça se maintient à 39. Alors voilà, même si ce n'est pas aussi important ou ce n'est pas une priorité du même ordre que par le passé, c'est une autre chose en plus de tous les autres enjeux, par exemple l'inflation, les soins de santé etc. Alors voilà, on a demandé aussi si les Canadiens sentaient qu'ils vivaient les effets du changement climatique et voilà, 63 ont dit que oui. Pardon, 24 ont dit que oui. Le fait que 63 ont dit que non, ils n'ont pas ressenti les effets des changements climatiques, alors qu'on a plein de changements climatiques déjà en cours avec toutes les tempêtes auxquelles on fait face et les incendies, etc. Donc, évidemment, c'est une question. Donc, dans l'absence
des gros événements, des grosses catastrophes naturelles ou des événements climatiques, etc. Évidemment, les changements climatiques sont en cours. Alors, quand on a demandé si les gens étaient d'accord ou ne pas d'accord avec certains énoncés concernant les changements climatiques, voici ce que les gens ont dit. La première chose c'était que 4 sur 10 personnes sentaient qu'ils n'avaient pas de pouvoir pour protéger l'environnement. Alors, voilà, et ça parle un peu de à quel point c'est difficile de changer la météo, évidemment. Alors, dans cette deuxième question ici, la réponse est en fait l'énoncé, je pense qu'il est déjà trop tard pour agir sur les changements climatiques. Bien que les gens se sentent, qu'ils n'ont pas de pouvoir pour agir. Mais bon, je veux juste accentuer le fait que on ne perd pas espoir. Alors, quand on parle de s'impliquer dans la politique, les jeunes générations ont une plus grande probabilité de dire qu'il est trop tard pour agir. Et c'est dommage parce que c'est eux autres qui ont besoin de vivre avec les conséquences des actions, de l'inaction aujourd'hui, alors que ça dit, ça en dit long quand même sur la situation, quand on pense que les jeunes pensent qu'en fait, il est trop tard pour agir. Alors, les bonnes intentions, trois quarts des personnes ont dit qu'ils veulent ou qu'ils font déjà, ils prennent déjà des meilleurs choix en termes de l'environnement. Et donc, si on demande des détails, bon, ils font plus de recyclage, ils achètent des choses seconde main, ils prennent des transports en commun. Et donc, ils pensent deux fois quand ils ont besoin de prendre un avion. Et donc, sur la prochaine diapo, bon, j'ai un autre ensemble de données maintenant que nous avons établi que les Canadiens se préoccupent des changements climatiques et ils veulent agir là-dessus. Et donc, où est-ce qu'ils reçoivent leurs nouvelles là-dessus? Donc, on voit ici que les nouvelles et les documentaires sont les façons principales que les Canadiens reçoivent leurs informations sur les changements climatiques. On a 54 qui disent qu'ils qui regardent les nouvelles pour avoir des informations sur les changements climatiques et 30 des documentaires. Ce n'est pas les seules façons de communiquer sur les changements climatiques. Il y a plusieurs ressources différentes. Et je vais juste prendre une petite pause ici. Et donc, on peut écouter les gens, on peut mettre des vidéos sur les réseaux sociaux, on peut regarder du contenu intéressant. Et il y a plusieurs autres façons que les gens ont dit qui. Donc, voilà, il y a plusieurs façons de rejoindre les gens pour parler de l'environnement. Et donc, les gens, ils vont le remarquer si vous le faites. Donc, comme Sarika a mentionné, on a beaucoup de pouvoir chez les médias, c'est assez accessible. Voilà. Alors, pour tous ces gens qui disent qu'ils reçoivent leurs informations, des nouvelles sur les changements climatiques, il y a une division ici. Un tiers n'est pas dit qui ne sont pas satisfaits avec donc je veux juste mettre l'accent sur les gens qui ne sont pas satisfaits ici parce qu'en fait ça a un lien avec mon prochain point concernant le fait qu'ils ne sont pas contents avec la couverture médiatique des changements climatiques. Une autre 44 disent qu'ils pensent que c'est trop répétitif, les nouvelles sur les changements climatiques, et encore 63 ils pensent qu'il n'y a pas assez d'histoires positives concernant le climat de nos jours. Alors, je pense que oui, on a une responsabilité en fait, il y a une responsabilité de compter les histoires et de dire quelle est la réalité, mais en fait, je pense que c'est un peu trop négatif pour plusieurs gens et donc voir des histoires positives, c'est pas mitiger ou essayer de ne pas. Donc, il y a de la place pour. On essaie en tout cas d'atténuer les effets des changements climatiques. Alors voilà, ma dernière diapo. Alors, c'est une question qui demande qu'est-ce que les gens veulent voir en termes des informations sur les changements climatiques dans leurs nouvelles. Et alors, comment on peut en fait changer la perception que la couverture sur les changements climatiques est trop répétitive. Alors, comment on peut travailler dans ce contexte où il y a un quart des Canadiens qui pensent qu'il est trop tard pour agir? Comment on peut aider s'assurer que les gens ils vont de l'avant avec leurs bonnes intentions pour faire quelque chose pour l'environnement. Alors, ils veulent des solutions pour ces enjeux environnementaux. Ils veulent savoir qu'est-ce que les gens peuvent faire, des gens comme eux. Ils veulent voir un gouvernement qui tient des comptes et ils veulent savoir qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire pour qu'ils puissent s'assurer de défendre ces changements. Et ils veulent savoir aussi quel type d'innovation et d'idées sont mises en œuvre
Comme je l'ai dit avant, c'est pas seulement dans les nouvelles et les documentaires où les Canadiens obtiennent leur information sur leur environnement. Je prends maintenant une pause pour les questions, mais ensuite je vais passer le microphone à Tracy et Jacqueline qui vont parler de la manière dont on peut changer la programmation par rapport au changement climatique. Pas de questions? Bon, eh bien, je vous remercie. Et maintenant, je donne le microphone à Tracy et Mike. Merci, Chris. Bonjour. Je suis Tracy Jordy, une des producteurs sur This Hour Has 20 Minutes et Mike Baldwin. Je suis sur les terres traditionnelles des peuples Mi'kmaq, particulièrement Halifax, en Nouvelle-Écosse. Je suis une femme blanche avec des cheveux roux, habillée en vert, devant un mur mauve avec un tableau blanc. Et à ma droite se trouve Mike Allison. Alors, moi, je suis également blanc, un homme d'une quarantaine d'années. Je porte un chandail blanc et une chemise bleue ouverte. Alors, merci de nous avoir invités à être ici. Très emballant d'être ici et d'entendre parler de tout le monde. Alors, nous allons parler de This Hour Has 20 Minutes, 22 Minutes. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, on va vous donner un aperçu général. Alors, ça dure une demi-heure. C'est un satire. Il y a des sketchs, il y a des opinions. Et on crée un épisode à chaque semaine, donc c'est très rapide en termes de production et cela inclut bien sûr écrire. Il faut que ça aille à cette vitesse avec tout le monde. Par rapport à la durabilité, 22 Minutes ça fait longtemps qu'on existe. On est à notre 32e saison, pas autant que The Nature of Things, mais et à cause de cela, avec les années, nous avons gardé une grande pile de tout ce qu'on fait, que ce soit les costumes, que ce soit les décos. Alors, jusqu'à un certain point, on est déjà durable et dans les dernières années, nous avons commencé à parler de nous concentrer plus par rapport à la durabilité avec notre équipe et tout le monde avec qui nous travaillons. Alors, la partie intéressante par rapport à la comédie, la manière dont on le voit, c'est que la comédie affecte les gens de certaines manières. Ça peut unifier les gens, ça peut nous donner quelqu'un avec qui on peut se connecter, ça peut réduire les tensions quand on parle de sujets. La comédie également est une bonne manière d'apprendre. Et ça reste avec nous, les choses qui sont drôles. Alors, on va parler de comment on peut continuer à faire ces choses. Quand nous Dans les dernières semaines, nous avons parlé de durabilité. Je sais que pour moi, j'étais un peu préoccupée que ça réduirait notre émission, qu'on enlèverait un peu du pouvoir de l'émission. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Plus ça nous a été expliqué par Elsa et à travers notre formation également, nous avons commencé en ligne et nous avons pu voir comment ces messages de durabilité, en fait, c'était très facile de les intégrer dans notre émission. Alors, nous allons vous montrer certains exemples de certaines images pour expliquer comment nous le faisons. Parfois, nous débutons en incluant des représentations visuelles d'un comportement durable, juste pour le démontrer. Alors, voici ce qui se passe dans un bureau. On peut voir que il y a une boîte de recyclage bleue en arrière-plan. Alors, c'était un choix de le mettre. Et peut-être qu'ils auraient pu mieux communiquer au directeur qu'on devrait plus le montrer, plus le voir dans ce sketch, mais juste pour rappeler aux gens la raison pour laquelle nous faisons les choses. Alors, c'était un très bon exemple d'une des étapes que nous prenons. Alors, voici un autre sketch où Stacy, en gros, est en train d'acheter de l'épicerie et à quel point ça peut être pénible. Et quand finalement, on lui donne un sac d'épicerie avec un enfant dedans, on voulait s'assurer que c'était un sac raisonnable, bien que je ne sais pas si on peut le montrer. Alors, on voulait montrer tout simplement des choses qui étaient meilleures au niveau de l'environnement. Voici un sketch au sujet de Amazing Race Canada et voici l'autre
qui parle aux personnes qui vont participer par rapport aux choses emballantes qui vont se produire. Et le directeur est en train de lui laisser savoir que tout a pris feu. Ce n'est pas vraiment si drôle, mais c'est une manière de frapper l'imaginaire. Ce n'est pas drôle, mais quand c'est démontré de manière un peu rigolo, ça nous frappe et on se dit: «Bah oui, c'est ridicule que ça ait lieu». Alors, c'est pour montrer à quel point l'interprète présente ses excuses, le son de cette personne n'est pas très bon. Alors, il me manque, une partie des informations qu'il souhaite partager. Voici un autre exemple. On a envoyé Stacy à faire en fait, c'était une manifestation pour les changements climatiques, des jeunes. Alors, on a parlé aux étudiants et c'est une chose avec notre émission, on peut s'adresser à ces choses des fois directement et Stacy est une millénaire un peu plus âgée qui faisait semblant de ne peut-être pas comprendre les pratiques environnementales. Et un autre exemple, d'une manière plus directe, tous les premiers ministres provinciaux euh, se sont rencontrés à Halifax pour une taxe, quelque chose au sujet d'une taxe carbone. Alors, Mark Wayne est allé avec plusieurs des premiers ministres provinciaux et a offert à la première ministre Danielle Smith une pompe thermique pour être plus efficace. Bon, alors c'était pour commencer la conversation. Et cette année, à mi-chemin dans la saison, on a redoublé d'efforts pour plus mentionner le message. Voici Marc qui parle de l'hypocrisie que Pierre Poilievre et toute cette idée de retirer la taxe alors que lui et Stephen Harper, durant leurs 10 ans au gouvernement ensemble, ont en gros inventé la taxe carbone. Alors, on ne peut pas être plus direct par rapport à, ben, voici les politiciens qui euh, perpétuent des mensonges alors que l'environnement souffre. Alors, bien sûr, notre émission est tout à fait neutre. Et ensuite, dans ce même épisode, alors voici les bureaux euh, où tous les départements, il y avait une autre personne qui fait du parachutisme alors qu'il a 100 ans. Alors, de manière rigolote, ça nous rappelle comment les choses changent. Alors, c'est une manière inaudible. Et ensuite, un dernier exemple, littéralement, on avait le ministre de l'Environnement qui est venu nous voir dans les bureaux et on lui a montré ce que l'on faisait à l'écran. Alors, il est venu et nous a aidés à trier notre recyclage. Alors, nous sommes chanceux parce que notre émission est en mesure de nous adresser aux enjeux parce qu'on est dans un format de nouvelles et on peut frapper si on veut, on peut attaquer un peu le gouvernement ou les entreprises privées. Mais pour les autres émissions, je ne sais pas si vous êtes familier avec, avec un test, le test l'interprète n'a pas compris. C'était pour voir s'il y avait suffisamment de représentation des femmes à l'écran. Et il fallait que un personnage femme parle à un autre personnage femme au sujet d'autre chose que, un homme pour passer le test. Alors, pour le climat, on a fait quelque chose de similaire. Alors, on devait démontrer 2 choses, que, premièrement, les changements climatiques, ça existe et que le personnage devait en parler. C'est une barre assez basse, mais, pas souvent atteinte. Alors pour nous, on essaie de garder la barre plus haute. Oui, alors voilà. C'est là où nous y sommes. Alors bien sûr, en arrière-plan, on essaie d'encourager la durabilité dans tout ce que nous faisons. Alors, à chaque année, nous cherchons à réduire notre empreinte carbone et je crois que travailler dans cet environnement pour notre équipe de création, les écrivains, c'est très important également. C'est quelque chose qui a lieu à tous les jours. Nous y pensons tous et toutes. Et c'est inévitable, mais d'une bonne manière. Et en fait,
Notre équipe est incroyable. Quand on parle des initiatives, des questions, des commentaires? Bon, eh bien, merci. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant à Kyle et Alex. Eh bien, bonjour. Bien, merci Tracy et Mike et merci pour l'inspiration. C'était vraiment génial de voir tout le travail que vous avez fait et j'espère que c'est une belle transition alors que maintenant nous allons parler de la manière dont la planète et la durabilité peut être dans un contexte sanskrit. Alors, je suis Alice Wotham, je suis un homme habillé avec un chandail en ligne. Et je suis très heureux d'être ici de Los Angeles, Californie, des terres ancestrales également. Et je suis le directeur. L'interprète a manqué son titre. Et je soutiens des créateurs dans toute l'industrie pour leur permettre de refléter les réalités et les solutions qui se trouvent autour de nous. Et moi, je suis Kyle Sezo. Mes pronoms sont he, him, lui. J'ai des cheveux foncés, je porte un chandail vert pâle et je suis dans mon salon, à côté de la fenêtre, avec derrière moi des livres et des plantes. Je suis un producteur également à Los Angeles et j'ai fondé Reality of Change, qui se concentre sur la télévision, à la, té- à la télévision aux États-Unis, plus dans le domaine improvisé, et ça fait une douzaine d'années que je travaille. Alors aujourd'hui, Alice et moi, on est ici pour parler de la télévision improvisée et ce que l'on fait en tant que directeur. Alors moi, je dois dire que c'est très unique parce que c'est des vraies personnes. Et parce que les gens viennent à nous voir et il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de réalité, de télévision réalité, c'est un domaine très important pour démontrer les solutions et les changements climatiques. Oui, je suis d'accord avec toi, Kyle, et je le mentionne aussi dans ma présentation, mais on se concentre sur essayer d'aider l'industrie pour démontrer donc ce qui se passe à l'écran et on a les solutions de tous les jours. Alors cela est la raison pour laquelle on est très emballé par rapport aux émissions qui sont donc improvisées parce que ça nous permet de voir ces solutions. Alors quand on prend un pas de recul, c'est facile que les gens se sentent submergés par rapport au changement climatique. On l'a déjà entendu justement durant cette présentation. Les gens disent, ah ben, je ne sais pas où commencer. Ou peut-être qu'ils font défaut aux choses qu'ils connaissent, comme le recyclage, ce qui est très bien. On devrait tous recycler, mais c'est peut-être pas la chose qui a l'impact le plus important. Alors, le premier jour, nous avons travaillé à identifier plusieurs comportements qui étaient à l'intersection de la réduction d'émissions avec un impact important et la facilité de l'intégrer à l'écran. Et ces trois secteurs, l'énergie, le transport et l'alimentation. Alors, le solaire, l'électrification des maisons, le transport, la réduction de certains aliments. Et quand on voit les solutions, on commence à se rendre compte à quel point le contenu improvisé peut avoir un impact significatif. Alors, évidemment, on a le chemin évident, comme par exemple des émissions par rapport au voyage, aux rénovations à la maison, à la cuisine. Mais il y a le bien-être également. Il y a beaucoup d'autres choses où on peut avoir un lien. Il y a également Blown Away, qui est une émission fantastique faite par des Canadiens merveilleux qui et désolé, mais moi, ça, je trouve incroyable à quel point c'est facile d'intégrer la durabilité des changements climatiques dans bien des épisodes et bien des saisons. Alors, ce potentiel m'a rendu très emballée. Et quand j'ai vu votre travail, j'étais très emballée de voir quelque chose qui est tellement enchâssé dans le domaine improvisé. Oui, je réitère, vous avez cette approche d'être entaché, comprendre les communautés et tout le travail faire que vous faites en tant qu'organisation. Alors, quand on a commencé à travailler ensemble, il y en parlé, immédiatement, on était sur euh, la même longueur d'onde. C'est dans l'intérêt de tout le monde de créer des choses que les gens vont vouloir utiliser pour faire cette transition envers comment on peut aider le secteur improvisé. On voulait créer des outils pour voir ce qu'on pouvait faire. Et la meilleure manière de se faire, c'est d'avoir des informations par rapport à
fois utilisé. Alors, quand on s'est rassemblé pour voir comment le faire, on est allé voir ces compagnies de réalisation pour voir quelles idées. Et maintenant, nous avons une trentaine de compagnies de réalisation, que ce soit des studios autres et dans un conseil qui se rencontre sur une période fixe cette année pour nous aider à identifier où se trouvent les opportunités pour rendre l'industrie non scriptée ou improvisée plus durable, mais où il y a des manques à gagner par rapport aux données et ressources ou les outils. Et ensuite de faire du remue-ménage pour aller de manière plus approfondie à remplir ces manques à gagner qui seraient utiles pour ce secteur. Oui, et je me suis sentie complètement submergée de manière très positive par les conversations que tiennent ces compagnies de réalisation. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais une des premières choses que nous avons abordées, c'est que en fait, comment raconter les histoires, de changement climatique et j'aimerais partager, ce que c'est que ce cadre. Oui, c'est la version courte. Alors, c'est un cadre sur la manière de penser comment on peut intégrer les histoires et les solutions de climat dans le travail et nous le voyons majoritairement comme étant bien sûr la télévision non scriptée, mais A, c'est pour les histoires qui sont au sujet des changements climatiques. B, c'est des histoires B. Alors, c'est une émission, une série ou un film qui n'est pas au sujet des changements climatiques, mais peut-être qu'il y a une partie de l'histoire qui est au sujet du climat ou des solutions par rapport au climat. Et C, c'est pour une intégration plus informelle. Ça peut être intégré dans presque n'importe quelle émission au sujet on cherche par avoir des moments, des comportements, des perspectives que ce soit le compostage ou que ce soit de voir des gens utiliser des fours à induction, par exemple. Alors, c'est un cadre et il y a de bonnes choses à son utilisation. Et rapidement, juste pour ajouter un peu de couleur, quand moi j'entends une histoire A, je me dis, bon, bah, par exemple, une émission Down to Earth qui a gagné un Emmy, qui est très populaire et qui suit un acteur alors qu'il apprend en voyageant dans le monde. Alors, le climat est à l'avant-garde de cette émission. Les histoires B, par exemple, c'est écouter, par exemple, des chefs qui font de la cuisine. Dans un épisode, on va avoir un chef qui arrive et qui parle, par exemple, des bénéfices et des co-bénéfices de changements à son alimentation, juste pour conscientiser. Et dans des épisodes, par exemple, ils invitent un activiste sur le climat, par exemple. Alors, on voit ces changements à travers des défis ou les personnages que l'on choisit de démontrer. Et ensuite, les intégrations informelles, c'est par exemple des théories qu'on commence à entendre, on voit dans des émissions. Euh, il y a Nelson Fashion, une émission sur la mode où on voit qu'on parle, les personnes qui participent parlent justement du climat. Et également, euh, les Scott Brothers, les frères Scott, puisque nous travaillons ici, les personnes qui intègrent tout cela dans leur spectacle. Oui, exactement. Et ce sont de très bons exemples des ABC. Alors, merci, Alice. Alors, à travers ces efforts, nous espérons réellement encourager plus d'intégration sur le climat et la durabilité dans tout le spectre. Évidemment, nous voyons des exemples dans la vie réelle, mais on voudrait bien en voir plus. Alors, nous allons donner des lignes directrices et des ressources à l'automne 2024. Et nous sommes très emballés d'annoncer ici que Realities of Change offre également un atelier dans l'espace non scripté pour les aider à intégrer le climat. Et si ça vous intéresse, vous pouvez demander à realityofchange.com et demander à voir d'autres informations. Et sur ce, nous apprécions le temps de tout le monde. Nous sommes très emballés par rapport à tout ce qui s'en vient, également dans ce programme, mais nous sommes ouverts à toute question s'il y en a. Bon, eh bien, on va donc passer le microphone à Elsa. Merci, Kyle et Alice. Alors, je suis Elsa, la responsable environnementale et sur la durabilité pour les services anglophones à CBC. Alors, je suis dans une salle avec
Bon, je me décris, je suis un toupet, j'ai des cheveux noirs, j'ai des lunettes, etc. Alors, on apprécie que vous avez pris le temps de discuter, d'apprendre sur la durabilité et les initiatives de durabilité au sein de l'industrie. Vous allez entendre et vous allez voir que nous avons fait beaucoup de choses. Alors, il nous reste aussi encore beaucoup de choses à faire. On a la capacité créer vraiment des changements à grand impact face à ce changement climatique. Alors, on essaie d'offrir chez CBC d'offrir tout ce qu'il faut pour incorporer la durabilité dans nos stratégies globales. Alors, du côté de la production, des réalisations, on a intégré les différentes choses, y compris les listes de contrôle, l'utilisation du calculatrice Albert et aussi pour des choses pour vous aider à produire et pour faire des réalisations plus durables. Vous pouvez trouver tout cela sur notre site web. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, depuis 2022, CBC a exigé que les réalisations utilisent un outil en ligne pour calculer l'empreinte carbone. Vous êtes familier, mais sinon, Albert a été créé par BBC et c'est gratuit. Il capte les émissions et les met dans différentes catégories. Donc, c'est des énergies, les matériaux, les rebuts, le transport et le logement. Alors, il utilise les hôtels, etc. Alors, il utilise un algorithme pour fournir des données spécifiques pour chaque région sur les estimés de production de carbone. Donc, il va prendre des carbones, on peut donc prendre des mesures pour essayer d'éviter ces émissions. Albert peut nous montrer quel système fonctionne déjà bien et les autres, quel point on peut améliorer. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, selon les informations produites par Albert, nous avons produit le premier rapport de CBC sur le carbone en novembre dernier. Alors, c'est la plus grande c'est la plus grande publication sur les émissions de carbone pour des productions canadiennes. Alors, les données qu'on a récoltées nous a aidé à comprendre les impacts environnementaux des réalisations et ça nous a permis aussi d'identifier les façons de réduire ces déchets, etc., et d'avoir un impact sur les comportements durables. Alors, voilà, depuis le rapport on a commencé en janvier de 2022 et on a terminé en septembre de 2023. Alors, 9 508 tonnes de CO2 équivalent ont été émises, 36 tonnes par heure. On a trouvé aussi que les plus grandes sources d'émissions étaient le voyage, le transport et aussi les espaces les espaces de tournage et les matériaux. Alors, voilà, c'est les mêmes données qu'on a trouvées au Royaume-Uni et aux États-Unis aussi. Alors, il y a 130 réalisations qui ont complété et soumis le rapport. On a maintenant 15 000 tonnes couvertes. Alors maintenant, Albert nous dit qu'on est dans le top 10 des organisations à travers le monde. Alors, depuis hier, ces émissions couvrant cette période étaient 15 872 tonnes de CO2 équivalent. Alors, vous voyez qu'on a diminué le nombre de tonnes d'émissions par heure, mais les plus grandes sources d'émissions restent les mêmes. Le voyage, le transport, les matériaux et les espaces de tournage. Alors, on a besoin certainement de prendre ces données et de faire quelque chose avec elles. Donc, on a exploré différentes façons qu'on peut. Il y a plusieurs actions différentes qu'on peut prendre pour s'assurer de partager ces idées en matière de conscientisation verte, etc. Donc oui, voilà, on peut soutenir les fournisseurs locaux et le talent local pour minimiser le voyage et le déplacement des équipements, opter pour des ressources renouvelables d'énergie et choisir des matériaux qui sont recyclables, compostables, qu'on peut donner, qui sont réutilisables et voilà, on peut aussi discuter de la durabilité avec les équipes
de façon fréquente pour s'assurer que c'est une partie intégrale de la production, de la réalisation. Alors, c'est important de ne pas mesurer seulement le nombre de carbone que nous créons, mais c'est important de créer un plan pour réduire ces émissions. Alors, un des défis auxquels on a fait face dans le marché anglais au Canada, c'est comment obtenir la certification pour des plans de réduction de carbone sur les plateaux de tournage. Alors, actuellement, ce n'est pas possible. Alors, pour essayer d'aborder ou d'adresser cet écart, donc on a créé un plan pour réduire le prix sur le carbone pour les productions canadiennes. Donc, toutes les séries uniques et à répétition. Voilà, on peut le voir ici, le rapport. On peut le voir aussi sur notre page web CBC Greening Production. Alors, comme vous voyez ici, ce document fait le survol des 3 zones d'importance, donc le transport, les matériaux et les plateaux de tournage. Alors, le plan demande un engagement pour réduire les émissions dans ces trois écarts. Alors, on a une certaine flexibilité pour que vous puissiez choisir quelles réductions sont les plus logiques pour chaque émission. Si vous avez des idées, en plus de ce qui a été énuméré ici, on va les intégrer dans le plan et on va partager des mises à jour à ce plan de réduction du carbone pour que les autres personnes dans l'industrie et le secteur peuvent bénéficier du tout. Alors, la prochaine diapositive. Alors, je vais terminer avec une recommandation d'aller voir certaines de nos ressources vertes et co-responsables qui sont aussi sur notre site web Greening Production. Alors, on va partager cela. Ça s'appelle On passe au vert et on espère que cela va vous inspirer à passer à l'action rapidement. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Est-ce qu'on pourrait mettre davantage d'accent sur de faire des embauches au niveau local ou quand on a des émissions qui sont à l'extérieur des grandes villes comme Toronto et Vancouver? Oui, je pense que c'est une très bonne suggestion et on aimerait absolument travailler sur ce type de choses. Je vis à Halifax présentement et j'ai travaillé sur certaines productions ici, certaines réalisations et celles qui ont une approche durable et qui participent dans les collectes de données à Albert le rendent certainement une priorité et on essaie d'embaucher au niveau local, non seulement pour l'équipe, mais aussi du talent local. Ça fait une grande différence. Alors, merci d'avoir soulevé ces points. The most surprising finding from making La the trouvaille la plus surprenante de ce rapport? C'est une très bonne question. Je suppose que les trois, la cohésion entre ces 3 zones d'importance. Donc oui, le voyage et le transport, je pense que oui, ça va de soi. Je pense que les gens sont au courant que c'est intensif en termes des émissions de carbone, mais donc, c'est surtout ces 3 facteurs, n'est-ce pas, ensemble, où on a besoin de se concentrer. Donc, c'est non seulement les transports et le voyage, mais c'est aussi les plateaux de tournage et l'autre facteur que j'ai mentionné. Donc, c'est ça qui va avoir le plus grand impact en termes de réduire notre empreinte carbone et de réduire notre impact environnemental. Alors voilà, je pense que c'est toutes les questions que je vois pour l'instant, mais encore une fois, je suis ouverte en tout cas à faire d'autres suivis après ce webinaire. En attendant, je vais juste vous remercier pour votre attention, mais aussi pour ma présentation, mes 2 autres présentations aussi. Donc, évidemment, s'assurer de rendre cela éco-responsable, c'est très, très important. Donc, nous allons prendre maintenant une pause de 5 minutes pour nous étirer, pour revenir après.
Hey, hello everyone. Bonjour tout le Hi, monde, Raja je suis Raja Khanna et co-founder je suis le cofondateur de Dark Slope. J'ai 51 ans, je suis un homme, je suis dans mon bureau chez moi et j'ai des cheveux grisés et noirs. Bon, il y a beaucoup de blanc quand même, alors je dis que c'est mon bureau à la maison, mais en fait, ça appartient à mon chien Ozzy. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Il va peut-être apparaître pendant mon discours. Je suis ici pour parler de notre expérience et aussi des données sur l'impact écologique de ces initiatives. Je vais regarder une étude de Ulster University à Belfast
Et donc, c'est de la recherche qui a été faite avec le soutien de Research et Innovation, Recherche et Innovation au Royaume-Uni. C'est un rapport de 67 pages que vous pouvez trouver en ligne. Alors, si vous voulez regarder plus de détails sur les bénéfices d'utiliser des productions, de faire des réalisations virtuelles, voilà, c'est un rapport récent universitaire qui est sorti sur ce sujet. Alors, commençons. Qu'est-ce que la réalisation virtuelle? Comme j'ai mentionné, bon, je travaille. Donc, on a une grande installation de réalisation ici à Toronto et physiquement, ce à quoi ça a l'air, c'est en fait un mur avec une courbe et donc il y a aussi une scène sonore. Alors voilà, comme j'ai mentionné, le mur a une courbe et aussi un plafond d'ailes également. Alors avec toute cette installation, il y a aussi des caméras qui suivent le mouvement et ils suivent donc le mouvement des caméras. Alors, ce que la caméra voit sur le mur d'elle, c'est toujours bon et ça change en temps réel. Et donc, l'espèce de sensation 3D, elle a l'air très réaliste avec cela. Et donc, tout ce qui apparaît sur ce mur de 75 pieds est en fait guidé par une espèce de moteur 3D. Il crée les visuels en temps réel. Alors, je vais prendre une petite pause parce que là, c'est beaucoup de choses à digérer, certainement, pour comprendre qu'est-ce que la production virtuelle et la réalisation virtuelle. Alors, plus ou moins, c'est un remplacement pour les écrans verts. Alors, au lieu de travailler devant l'écran vert, vous travaillez en temps réel et les acteurs peuvent comprendre qu'est-ce qui se passe. Les directeurs, les réalisateurs, tout le monde, toute l'équipe peut voir ce qui se passe. Alors voilà, c'est tout capté sur la caméra et ça a l'air réel parce que la qualité de ces murs 3D qui ont été créés par ces moteurs sont aussi bons dans la plupart des cas que qui sont à la hauteur de ce que nous pouvons déchiffrer en tant qu'être humain, en tant que de la réalité, en tant que réalité. Alors voilà ce que la réalisation virtuelle. Et l'idée ici, évidemment, c'est d'imiter le monde réel au lieu de devoir être dans le monde réel. Alors voilà la prémisse générale derrière la production virtuelle. On peut l'imiter de façon efficace dans un environnement contrôlé dans le studio. On n'a pas besoin d'aller sur place pour tourner. Alors, vous pouvez voir ce que ça veut dire en termes de maintenant et l'étude que j'ai référencée, bon, le souligne, mais c'est un impact de 40-50%. 40 à 5 des productions habituellement, c'est les émissions qui ont un lien avec le transport et avec le voyage. Alors, si on n'a pas besoin de se déplacer, évidemment, vous allez économiser, vous allez réduire votre empreinte. Alors voilà, c'est la raison d'être derrière ces réalisations virtuelles. Je vais parler des avantages encore. Alors, généralement, pourquoi cette technologie est adoptée et pourquoi ça commence à partir. Il y a plusieurs raisons pour cela. Tout d'abord, c'est plus rapide que d'aller sur place pour les tournages. C'est plus confortable pour les acteurs et les directeurs et c'est aussi très flexible. Les gens l'aiment parce que, bon, on peut créer bon, tout ce qu'on veut. Par exemple, un coucher de soleil, bon, on peut le faire à n'importe quelle heure, évidemment. On peut changer la météo aussi. Le réalisateur peut tourner, faire semblant qu'il est l'été, même si on tourne en février. Voilà, mais il y a des économies en termes du côté monétaire aussi. On n'a pas besoin de réserver les plateaux de tournage comme un aéroport ou bon, ça peut être un métro aussi pour s'assurer d'avoir assez. Alors voilà, on parle aussi de l'impact ici, de toutes ces choses. Aujourd'hui, nous avons commencé dans le monde des films Marvel, etc., la série Star Trek, etc., Avatar, tous ces productions virtuelles. Et maintenant, nous commençons à le voir que c'est adopté dans les annonces publicitaires, les vidéos, les séries improvisées, à temps partiel. Alors,
Virtual Things, c'est virtuel. À Toronto, Star Trek également. Ah, les films Hallmark sont faits de cette manière également. Alors, c'est adopté très, très rapidement pour certaines de ces raisons que j'ai mentionnées. Peut-être la raison la moins comprise pour l'adoption des productions virtuelles, c'est les émissions carbone. Et c'est peut-être pour arriver à la conclusion, ce que je suis ici, ce que j'aimerais dire, c'est que nous savons qu'il y a des économies. Avec un impact très important qui vient du voyagement, nous savons que cette technologie peut avoir des économies très importantes. On parle de 20 à 50 d'économies sur l'impact de carbone, plus proche du 50 pour les productions qui font 30 ou plus de leur filmage sur un mur LED. C'est la conclusion. Mais l'autre conclusion, et avec laquelle nous sommes d'accord, c'est que beaucoup de travail doit être fait du côté des données. On doit avoir des outils comme ceux que Albert a mentionnés. Ils doivent évoluer pour inclure l'impact des productions virtuelles. Parce que les productions virtuelles, c'est nuancé. Oui, on a une économie de tout ce voyagement, mais on utilise également énormément d'électricité. Alors, nous devons mesurer cela et d'une certaine manière, on doit combiner les outils comme Albert qu'on utilise dans le monde des TI, l'industrie des logiciels, parce que c'est plus similaire à la manière dont les productions virtuelles fonctionnent. Et on peut le voir créer quelque chose, des données plus avancées, une histoire plus avancée par rapport à son impact. Et je crois que c'est réellement le travail que nous devons effectuer en tant qu'industrie. C'est de voir comment on peut colléger ces données, comment mettre à jour les outils. Et je regarde ici mes notes et le temps qu'il me reste. Nous nous approchons à la fin, mais qu'est-ce qui s'en vient maintenant pour les productions virtuelles? Eh bien, il y a trois choses qui doivent avoir lieu. Premièrement, nous devons continuer à voir justement les gens qui adoptent ces méthodes. Une partie, c'est d'éduquer les directeurs et les autres personnes qui prennent des décisions sur la manière de le faire. Et c'est quelque chose qui se fait déjà. Nous aimerions beaucoup voir beaucoup plus de mesures incitatives pour la production virtuelle. Justement, à cause de cet impact vert, comme ils le font en Autriche, en passant, on a 5 de crédit sur les impôts quand on fait euh, des productions plus vertes et les virtuels en fait partie. Et l'autre chose que j'ai mentionnée, c'est comment colliger les données, comment se rapporter par rapport à ça. On doit comprendre les économies carbone plus clairement. On n'est pas encore rendu, mais c'est très important et c'est très différent. Par exemple, si on utilise un mur LED où le pouvoir de ce mur, c'est le pouvoir vert plutôt que pas, en fait, pas le pouvoir, mais pardon, l'énergie verte. Alors, on doit mieux utiliser ces outils. Et c'était le troisième point que je voulais mentionner, c'est qu'on doit avoir des calculatrices, des manières de calculer les choses qui soient plus standardisées pour pouvoir mieux les comparer. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. C'était une petite introduction. Nous sommes très emballés par rapport à où s'en va le domaine de la production virtuelle et par rapport aux bénéfices de coût. Eh bien, en ce moment, c'est très, très, très important et ce sont les bénéfices euh, et réduire le tout de notre industrie. Alors, je serais heureux maintenant d'accepter toute question que vous puissiez avoir. Alors, je vois une question ici, un exemple de réalisation non scriptée. Eh bien, oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait une version de Amazing Race Canada utilisant la production virtuelle. Ce fut un défi et c'était amusant. Et il y en a de plus en plus de ce genre de choses qui arrivent. On n'est pas obligé d'utiliser un mur géant qui coûte plus par jour. On peut utiliser un écran plat très simple. Par exemple, avoir une émission de cuisine. Euh, on peut changer les écrans. C'est la partie la plus chère, en fait, ce qui change sur les écrans, mais c'est pas obligé de l'être. On peut, en fait, créer des choses très simples et on peut euh, utiliser, par exemple, des couchers de soleil déjà existants. Ça coûte presque rien. Et l'IA peut créer ces mondes à un coût très bas. Alors, le coût, de manière générale,
plus efficace pour toutes sortes de productions. Et laissez-moi voir s'il y a d'autres questions. Alors, nous savons exactement combien d'énergie ça utilise. La chaleur, on ne l'a pas fait, mais à haut degré de précision, l'énergie qui est utilisée. Et comme je l'ai dit, il serait nécessaire d'avoir un outil pour pouvoir mettre les données par rapport à ces informations. Et bon, quel genre d'énergie est-ce que tel studio utilise, par exemple? Et ça, de manière très efficace, ça pourrait nous permettre donc de donner des informations plus précises sur les coûts. Alors, plutôt que le 20-50 d'économie carbone qui est un estimé, peut-être qu'on pourrait le réduire un peu une fois qu'on aura plus de données. Eux ne le disent pas, mais je présume parce que ça me semble vraiment élevé de 20 à 50, mais je crois qu'il n'y a pas de question que c'est quand même une économie substantielle. Comment est-ce que les images sont capturées? Je viens de le mentionner, il y a bien des manières de le faire. On peut les créer dans un engin furteur de jeu ou quelque chose de magasin. Par exemple, un aéroport, ça pourrait coûter 800 $, puis on peut l'utiliser comme on veut, on peut l'ajuster, ou on peut prendre des lumières et n'aller que 2 personnes, et on peut filmer 360 plutôt que d'envoyer une équipe entière. Il y a beaucoup de manières. On peut créer un monde en 3 dimensions à partir de rien avec des animateurs. C'est la manière la plus chère de le faire. C'est comme ça que le fait Star Trek, mais ce n'est pas nécessaire pour la majorité des réalisations. Et presque tout ce que vous avez vu dernièrement, toutes les annonces publicitaires et probablement 30 à 50 des émissions aux États-Unis utilisent des réalisations virtuelles. Et ça ne fait que croître. Alors, il y a énormément d'exemples. Une démonstration sur site? Oui, chez nous, oui, certainement. Nous sommes à Toronto pour les personnes qui sont dans le coin. Vous pouvez entrer en contact avec moi et on peut vous faire entrer dans les studios pour voir comment on fait les choses. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis très heureux de présenter les prochaines personnes. Marsha, Marsha Newberry et Angelica Siegel, et je leur passe le microphone. Merci à tout le monde. Très belle présentation jusqu'à maintenant. Alors moi, je vais commencer notre introduction alors que Marsha va mettre notre présentation à l'écran. Je suis Angelica Siegel, je suis la gestionnaire de programme pour Producing for the Planet et pour Clean Productions également. Je suis à Toronto, je suis blonde blanche et blonde. Je suis chez moi avec des livres en arrière-plan. Bonjour, Marshall Berry, vice-présidente. Cette personne a du très mauvais son. Et également parce que j'aime être occupée, la fondatrice et directrice exécutive de Producing for the Planet. Je suis une femme blanche avec des cheveux majoritairement gris, mais on dira blond. J'ai des lunettes et je porte une chemise blanche et je suis chez moi. Nous sommes très emballés. C'est un honneur pour nous d'avoir l'opportunité de vous présenter Producing for the Planet et nos guides qui se trouvent ici à l'écran. Et avant d'y aller, pour vous parler du guide, je voudrais prendre quelques minutes pour vous présenter notre programme. En fait, on est très nouveau cette année, alors peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de nous. Alors, nous sommes une coalition de producteurs, de réalisateurs canadiens et nous nous engageons formellement pour agir sur le changement climatique. Et notre mission est de donner du pouvoir et d'unifier les réalisateurs pour être une force et d'être des leaders pour un changement environnemental positif. On croit réellement que si on peut engager les réalisateurs, on peut accélérer l'adoption des pratiques de production et de réalisation durable et créer une industrie plus durable. Alors, comment est-ce que ceci fonctionne? Ben, comme je l'ai mentionné, notre coalition est organisée par rapport à un engagement formel. Toute compagnie ou réalisateur individuel peut se joindre à nous en s'engageant et c'est sur notre site Web.
Et notre engagement en tant que réalisateur, c'est d'agir un minimum dans 4 domaines prioritaires qui sont l'action à l'écran, l'action sur les émissions, l'action sur les déchets et une action collective. Cet engagement également inclut un prérequis de faire un rapport annuel sur le progrès et en tant que collectif, nous avons un rapport d'impact qui va débuter en 2025 qui va montrer ce que nous aurons réussi à accomplir ensemble dans la dernière année. Alors, gardez votre œil ouvert pour cela. Nous avons débuté en février, donc ça ne fait que quelques mois. Nous avions 40 réalisateurs engagés et nous sommes très emballés que maintenant on en est rendu à 75 partout dans le pays qui ont donc accepter cet engagement et ce sont des réalisateurs de tous les genres, en anglais et en français, de toutes les grosseurs. Alors, c'est réellement une très belle coalition que nous sommes en train de construire. Alors maintenant, le guide. Alors, nous avons créé un guide pour les réalisateurs parce qu'on sentait qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources pour les preneurs de décision et les réalisateurs qui parlaient du rôle justement, de la prise de décision et du côté des affaires. Alors, l'objectif de ce guide est de parler réellement de ce rôle de réalisation et de parler de choses que nous n'avons vues nulle part ailleurs. Par exemple, bon, ben voici la comptabilité, voici la partie juridique, c'est plus du côté des affaires. Maintenant, ça s'appelle le guide des réalisateurs, mais c'est pour toute personne qui est dans un rôle de prise de décision. Il y a des gens qui ne sont pas dans la réalisation, mais qui ont une autorité et qui ont trouvé le guide très utile. Alors, faire que le guide soit impliqué, une collaboration avec plus de 30 compagnies de réalisateurs sur des questions de durabilité partout dans le pays. Alors, c'était réellement très important pour nous en tant qu'organisation de pair à pair, que ce guide soit réellement par et pour les réalisateurs, qui est également disponible à policingfortheplanet.com. C'est numérique en anglais et en français, mais si vous préférez le télécharger en PDF, vous pouvez également le télécharger. Alors, on va arriver maintenant plus au guide. Voici un aperçu général des sujets que nous couvrons dans le guide. Alors, le rôle de la réalisation, créer l'équipe, avoir une culture de durabilité. On parle également du côté des affaires. Alors, toutes ces choses très importantes. On arrive dans comment faire une meilleure production qui soit verte. Alors, ce sont les piliers de nos engagements. Les actions collectives, c'est également un de nos 4 piliers. Et avec cela, c'est également une ressource, une bibliothèque de ressources. Alors, tout ce qui n'est pas dans le guide, on le trouve ici. On veut que ce soit un endroit où on retrouve toutes les informations. Alors, on vous guide et on vous aiguille envers toutes les autres possibilités en fait, dans le monde entier dans ce domaine et on pense que ça peut aider. Merci beaucoup, Marsha. Je vais maintenant parler de certains de nos éléments préférés du guide et certains des choses. Alors, notre objectif, c'est que ce soit facile pour les réalisateurs de faire un scannage des idées, d'avoir un accès facile aux ressources et de savoir exactement quelles sont leurs actions clés. Dans chaque chapitre, nous avons donc des introductions très concises à ces sujets. À la fin de chaque chapitre, nous avons des actions clés qui sont donc les meilleures pratiques et toutes les meilleures pratiques à travers tout le guide sont également consolidées en une liste que nous avons créée. Nous avons un lien envers d'autres ressources. C'est une grosse composante pour nous. Nous voulions que les réalisateurs puissent lire cette section, qu'ils aient accès à toutes les industries reliées, les ressources, les gabarits, les articles, que tout soit au même endroit. Nous avons des anecdotes, nous voulons apprendre, en fait, on aime bien appeler ça des aspects gagnants de tous les jours. Alors, on peut partager donc des succès, des défis et on les retrouve un peu partout dans la vie, donc dans le guide, des exemples de la vie de tout le monde. Nous avons également créé plusieurs gabarits, des outils comme par exemple le plan d'action sur la durabilité et notre gabarit sur le rapport vert. Et on va rajouter à cette bibliothèque constamment. Alors, de très bons contenus avec l'objectif que tout soit aussi facile que possible pour les réalisateurs et pour leur permettre de prendre action. Je vais parler de certaines sections du guide maintenant. Alors, une des parties critiques de ce guide, comme Marsha a commencé à le mentionner, c'est notre appel à l'action pour les réalisateurs. Pour prioriser la durabilité au sein de leur compagnie et du côté de la production, la durabilité nous demande à penser et travailler différemment. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on peut rajouter à une tâche de coordination. Alors, on veut inspirer, motiver les preneurs de décision, les réalisateurs de trouver un objectif dans l'action climatique
climatique dans un rôle de leadership. L'industrie du film, très souvent, a une approche plus fédérée. On doit préparer pour n'importe quoi. Il faut avoir un peu de tout. Et c'est la manière dont on l'a fait par le passé. Mais ce qui est ressorti de notre session, c'est cette mentalité aérément est à l'opposé de la durabilité qui cherche à utiliser seulement ce dont on a besoin, être intentionnel et ne pas créer de déchets. Ce qui veut dire créer une culture qui intègre la durabilité dans chaque prise de décision et créer des attentes au sein de la compagnie et sur scène par rapport à ce qui est valorisé et la manière dont on devrait faire les choses. Un des outils les plus puissants que l'on a pour nous battre, c'est de raconter nos histoires. Nous avons 2 sections dans l'équipe qui sont dévouées à l'action sur scène et c'est le premier pilier dans notre engagement pour cette raison-là. Le contenu a le pouvoir de changer la culture. Quelques petites astuces ici. Alors, revoir les scripts avec une idée d'impact climatique, il y a un lien direct entre ce qui se trouve sur la page et l'empreinte carbone. On l'a vu dans beaucoup d'exemples. Les réalisateurs lisent les scripts pour le budget, pour la faisabilité, mais on leur demande maintenant de rajouter la durabilité à une de ces choses. On dit qu'on devrait au moins éviter de créer de dommages, ne pas montrer des pratiques dommageables sur scène, même si on ne sent pas qu'on peut montrer de bonnes pratiques de manière proactive et d'inclure la durabilité dans l'écriture. Alors, partager ceci avec les écrivains, ça peut tout simplement leur envoyer un lien sur notre section pertinente et donc ça peut réellement aider. Une autre section qui nous emballe beaucoup, c'est les budgets, la section d'affaires. Alors, la section des affaires passe à travers les horaires, le budget, les politiques, bien sûr, les budgets, c'est très important et la lentille à travers beaucoup de décisions sont prises. Alors, le budget est réellement critique en tant qu'outil de durabilité. Nous avons vu des exemples pour l'audiovisuel, l'énergie propre qui peut réellement économiser sur le carburant. On voit un cas d'affaires pour cela de plus en plus. Nous avons quelques anecdotes sur notre guide sur la manière dont ces économies sur l'énergie se sont formulées. Une grosse partie dans la section des affaires, c'est de commencer à penser à cela tôt, même à l'étape de développement pour préparer les objectifs et comment on veut les atteindre. Les décisions par rapport à où aller engager des postes vers les fournisseurs que l'on choisit, tout cela peut nous aider à atteindre nos objectifs environnementaux et avoir un effet domino sur la réduction de l'empreinte carbone. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir aujourd'hui? Il est important que nous soyons toujours orientés envers les actions et nous croyons réellement que tout le monde peut faire quelque chose pour faire avancer les actions climatiques au sein de leur travail et dans leur vie personnelle également. Voici quelques actions à l'écran. Choisis-en une que vous sentez que vous pourriez commencer aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine et je laisse cela à l'écran alors que nous nous ouvrons pour voir s'il y a des questions. Ah, nous avons un message. Pas de questions de la part du public pour l'instant et nous inclurons toute question dans le document de suivi. Alors maintenant, nous allons donner le microphone à Stacy Moore sur la manière dont la manière de penser créative peut sauver et l'environnement et faire des économies également. Bonjour à tout le monde. Merci à Marsha et Angelica de m'avoir représenté. Je m'appelle Stacy Morris. Alors, je suis membre de DGC Ontario. Je suis dans mon bureau, un arrière-plan qui est bleu. Je suis habillée en blanc, j'ai des cheveux foncés, je porte des lunettes et mes cheveux sont en queue de cheval. Alors, quand ma fille était l'écrivaine directrice de son propre film en 2021 et j'ai découvert à ce moment-là que les étudiants, je leur enseignais comment créer j'ai découvert comment ils doivent obtenir un financement pour leur propre film. Et ils doivent payer pour leur propre essence pour transporter l'équipement et à ce moment-là, il y avait plusieurs films qui ont été greenlit et moi, j'étais sur une de ces professions également.
trainee at the time. I had just signed on with the J'étais en formation à ce moment-là et je venais de commencer donc au sein du caucus de comptabilité chez DGC et la première production sur laquelle j'ai travaillé était en fait une réalisation Disney et donc on était à l'étape de réalisation pendant 6 mois, je crois. Et vers la fin, c'était en novembre, j'ai remarqué après d'avoir terminé qu'il y avait beaucoup de matériaux qui restaient sur le plateau de tournage. Il y avait beaucoup de dons, d'aliments, il y avait de l'équipement de protection personnelle, il y avait du gel qui avait été ouvert, il y avait aussi des bâches en plastique, etc. Donc, je me suis dit que bon, on pourrait utiliser ces matériaux ailleurs. Alors, je demandais à toutes les équipes dans les différents départements si ça allait, si je faisais une collecte de tout ce matériel et si je pourrais le donner aux étudiants, parce qu'étant donné qu'ils ont besoin de s'autofinancer, je trouvais que c'est une façon de leur aider financièrement. Alors, j'ai demandé à l'un des étudiants de m'aider à charger tout ce matériel dans mon véhicule et un autre véhicule et on les a ensuite transportés chez moi. Voilà, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, une fois que j'avais tout cela chez moi, j'ai décidé d'écrire une liste de tout le matériel que j'avais et j'ai demandé à ma fille de communiquer avec les autres réalisateurs étudiants pour leur dire que j'avais collecté toutes ces choses et s'ils en avaient besoin, évidemment, la plupart d'entre eux, ils voulaient les avoir parce que là, ça se traduisait par des économies pour eux et c'était gratuit. En fin de compte, alors voilà, tout ce que j'avais besoin, c'était de coordonner une heure pour qu'ils viennent les chercher. Et donc, j'ai fait un don à l'école aussi de ma fille et ils étaient contents en fait de entreposer l'autre matériel. Donc, les étudiants, ils font non seulement des fils, ils font aussi du théâtre. Alors, j'étais assez confiante que si ça n'allait pas être utilisé du côté du film, les étudiants en théâtre allaient les utiliser. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Là, pendant une réunion l'année dernière du comité de durabilité de DGC Ontario, j'ai partagé cette histoire avec les autres membres et ils l'adoraient. Ils m'ont demandé si ça me dérangeait en fait de passer une entrevue chez The Wider Lens au mois d'octobre quand on a célébré en fait le mois de l'économie circulaire. Et donc le comité a décidé qu'il voulait ouvrir cette initiative en invitant d'autres écoles et d'autres émissions à participer. Alors voilà comment cette initiative est née. Prochaine diapo, s'il vous plaît. DGC Ontario et son personnel et son comité en matière de durabilité, leur rôle primordial dans cette initiative est de partager des informations concernant notre nouveau programme. Les membres sont ceux qui pousse l'initiative. Alors, si on a des demandes d'avoir des dons, on peut offrir on peut envoyer un message à toutes les écoles. Bon, j'ai York University, Seneca, d'autres universités, ils se sont tous inscrits. Alors, de cette façon, un membre désigné de DGC peut passer leurs coordonnées aux réalisations pour qu'ils puissent coordonner une visite et pour venir chercher les choses ou pour laisser les articles aux écoles. Alors, dans la deuxième partie du programme, bon, on va envoyer une feuille au gérant de production et au réalisateur. Et la deuxième phase, c'est où les membres de DGC s'inscrivent et voilà, ils vont recevoir une trousse de départ. Et la troisième phase, quand la réalisation arrive vers la fin, on va envoyer un rappel 3 semaines avant la fin pour leur dire qu'ils peuvent laisser des articles qu'ils ne veulent pas et que ce service est disponible. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On peut aider l'environnement en coopérant avec les autres et en s'assurant de encourager les gens à avoir une communauté responsable. J'ai eu beaucoup de discussions aujourd'hui concernant les communautés et aussi de protéger l'environnement. On sait tous que l'environnement est une composante essentielle dans tout récit et on veut s'assurer qu'on
n'abuse pas de l'environnement de la même manière qu'on veut protéger les équipes de tournage, etc. Alors, si on utilise du bon recyclage et si on peut réutiliser toutes les choses qu'on n'utilise pas sur les plateaux de tournage, on montre que non seulement l'histoire des humains est légitime, cela dessert aussi l'environnement et en maintenant ces espaces et les conditions où où on tourne nos films, on peut s'assurer d'avoir ces choses disponibles pour des années à venir en s'assurant de maintenir une bonne relation avec DGC et d'autres syndicats, donc du stade de préparation à la post-production. On s'assure d'incorporer un plan de disposition, comme j'ai entendu plus tôt. On a parlé de quelque chose qu'on peut faire au niveau de la préparation aussi, et donc on offre aussi une façon économique de disposer du matériel qui reste après. Donc, on peut épargner de ce côté-là. On peut aussi économiser du côté de l'entreposage parce qu'évidemment, les écoles peuvent venir prendre ces choses au lieu de payer pour l'entreposage du côté de la réalisation. Et donc, voilà, c'est important aussi de suivre ce que nous disposons pour qu'on puisse avoir un genre d'indicateur pour savoir quelle production en général ont des déchets et comment on peut protéger. Donc, bon, en tout cas, d'éviter d'envoyer les choses aussi d'enfouissement. Voilà. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ah, voilà une photo de ma fille. Elle est sur son plateau de tournage pour son film qu'elle a fait pour sa thèse ou son mémoire. Et donc, elle tient dans sa main un peu de mousse. Et là, voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Okay. I don't see any questions. Très bien. Je ne vois pas de questions. Alors, j'aimerais maintenant passer le microphone à Mandine Gurney et Mark Chaplin. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour cet événement Semer les graines du changement. Donc, je suis Mark, je travaille chez Independent Productions Fund, et je suis le gérant adjoint. Et donc, voilà, je me décris, je porte un chandail bleu, je porte des lunettes. Voilà, on va passer en revue les exigences pour les programmes et comment on peut soutenir les producteurs et les créateurs dans nos efforts. Je suis ici avec Amandine. Bonjour, merci Marc. Je suis Amandine Gournay. Je suis une femme blanche avec des cheveux longs, blonds. Je porte une blouse de couleur crème et j'ai un fond blanc, un arrière-fond blanc. Et donc, je travaille pour Téléfilm Sustainability. Et donc, on a lancé notre premier plan d'action en 2022 et cette année, on a lancé notre deuxième plan en matière de durabilité. Maintenant, nous avons aussi un département permanent de ESG et de durabilité. Et le ESG fait partie de notre nouveau plan d'affaires. Alors voilà, pour commencer avec ce qui a changé dans la dernière année, pouvez-vous monter les diapos? Merci beaucoup. Alors oui, c'est ça. On a maintenant une exigence en matière de durabilité. Ça veut dire que tous les applicants, les personnes qui postulent, ils doivent donc envoyer un plan avant la photographie principale. Ils doivent se mettre d'accord sur ce plan 6 semaines avant le début pour s'assurer d'intégrer toutes les équipes, etc. Et l'une des raisons derrière cette exigence, c'est que Téléfilm veut encourager les membres du secteur à prendre et à s'assurer d'avoir un plan en matière de durabilité. Parce qu'on sait que la planification est vraiment la clé pour s'assurer que les réalisations sont capables de réduire leur empreinte carbone. Alors voilà, ces données vont être utilisées par nous pour mieux comprendre les bonnes pratiques actuelles et aussi les défis auxquels on fait face avant de devenir une exigence pour les productions et être choisi pour le financement. C'était en fait
une option optionnelle au niveau des soumissions, mais maintenant c'est nécessaire pour les soumissionnaires qui sont choisis. Alors voilà, la deuxième partie, c'est que c'est maintenant obligatoire pour les productions ayant un budget de 3,5 millions et plus. Alors, les soumissionnaires ont besoin de soumettre un plan un rapport, pardon, d'empreinte carbone en utilisant la calculatrice de leur choix. Alors, je vais passer la parole à Marc. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir si je suis un réalisateur sur les programmes du Fonds indépendant de production cette année? FIEP a introduit de nouvelles exigences pour les séries courtes. Alors, il soutient des épisodes de fiction qui prennent moins de 20 minutes. Quand on demande de l'argent, on a besoin de soumettre aussi une liste de contrôle durable. Alors voilà, ça prend en compte plusieurs choses. Alors, ils vont passer cette liste de contrôle et donc ils vont indiquer les actions qu'ils vont prendre et donc ils vont décrire aussi quelles actions sont logiques pour eux. Alors, le but ici, c'est de penser à la durabilité dès les premières étapes du projet. Cette année, on a reçu beaucoup de demandes, 218. Ça veut dire que 218 équipes ont vraiment mis au cœur de leur série ces considérations climatiques, etc. Donc, si vous allez utiliser le financement pour écrire 3 scénarios, vous pouvez utiliser aussi, vous pouvez embaucher un mentor, etc. Maintenant, les applicants peuvent aussi créer un plan de durabilité pour la production, et aussi leur empreinte carbone. Alors, une fois qu'on a toutes ces informations, on va saisir ces informations dans un calculatrice et donc ils vont pouvoir savoir quelles sont les émissions pour la production. Ensuite, ils vont créer un plan de durabilité, basé sur la liste de contrôle initiale pour s'assurer de voir toutes les étapes qu'ils vont entreprendre pour atteindre cet objectif. Donc voilà, c'est des exigences aussi pour le programme de production et vous êtes admissible pour ce programme si vous êtes choisi. Alors, on doit utiliser une calculatrice pour la production. Alors, comme partie des livrables finales, donc il faut soumettre un rapport pour montrer donc les zones d'amélioration en termes de la mise en œuvre du plan et aussi l'empreinte carbone qui est en baisse par rapport à la première soumise. Alors, le premier plan soumis. Alors voilà, on espère que ça va faciliter la chose pour les producteurs et d'intégrer toute cette durabilité dans toutes les étapes de leur processus. Donc voilà ce que FIP demande. Alors, comment Téléfilm soutient à mettre en œuvre ces exigences et atteindre mes objectifs en matière de durabilité? À la prochaine diapo, oui, il y a différentes façons que nous offrons de l'aide et de la formation. Donc, on a le modèle de budget modernisé. C'est une norme dans l'industrie. Donc, on a aussi on a consulté avec des intervenants et on a demandé aussi qu'est-ce qui peut constituer un plateau de tournage plus durable. Alors, on a ajouté, donc si vous utilisez Green PA, Green Generator, alors on a ajouté plusieurs éléments et donc on a changé certains noms aussi dans le gabarit. Et pour soutenir le plan et les exigences en matière de durabilité, on a créé aussi un gabarit avec différentes actions qu'on peut prendre au niveau des bureaux de production et sur les plateaux et les catégories qui sont trouvées dans les calculatrices de carbone qui sont utilisées dans l'industrie actuellement. Et donc, on veut savoir aussi si les productions mettent en vedette des comportements durables à l'écran. Alors, bâtir la capacité, c'est l'un des piliers dans notre plan d'action en matière de durabilité. On offre des formations. On a commencé avec une séance de formation en matière de durabilité avec Talent to Watch, une cohorte. C'est des réalisateurs émergents et il y a d'autres initiatives à venir. Et on a aussi la page web de Telefilm Sustainability. On offre des outils et des ressources
et des études d'impact. Et voilà, on a un partenariat avec différentes cas d'études, études de cas. Et donc, dans la dernière année, par exemple, nous avons publié une étude qui vous permet de comprendre les émissions globales, donc pour le contenu télévision et film pour partout au Canada. Alors, Marc, je te relance pour nous dire quelle sorte de soutien on offre aux créateurs de la part de FIP. Oui, merci, Mandine. Oui, c'est très bien pour les producteurs, ce que vous venez de passer en aperçu. Donc, oui, voilà, ici, on soutient plusieurs créateurs émergents et on veut les équiper avec les outils qu'ils ont besoin pour ces projets aussi, pour leur carrière à venir. Alors, on a réservé 10 de notre budget pour l'industrie pour aller vers la production, le forum de production durable. On essaie de soutenir des ateliers, etc. sur ce sujet. On offre aussi de la formation pour rédiger et pour créer des programmes verts. Alors voilà, il est en fait préparé pour des projets, des budgets, des petits projets, donc entre 400 à 600 000, mais jusqu'à 1 million. Ça inclut toutes sortes de choses, comment on peut inclure donc le récit durable dans la série, comment on peut, bon, en tout cas, la formation sur la calculatrice Albert aussi. On peut travailler sur les documents qu'on exige. Donc, en plus, on va couvrir le coût de toutes les séries en langue anglaise ou française pour le programme on tourne vert. C'est nouveau pour du côté anglais, mais on a couvert ces coûts du côté francophone par le passé pour s'assurer de la cohérence et pour la simplicité de la chose. On a utilisé un gabarit aussi qui inclut des facteurs de durabilité. Encore une fois, merci beaucoup de vous joindre à nous. Alors, je vais voir s'il y a des questions pour Amandine ou moi. Oui, alors je vois une question du public ici. Est-ce que votre gabarit de budget est disponible au public? Oui, vous pouvez le trouver sur la page site web de Téléfilm. Je pense que c'est sous la rubrique We Finance and Support Future Films. Nous finançons et soutenons les films à venir, les films futurs. Voilà, super. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter ou Amandine chez Téléfilm. On est là pour vous aider. Alors, maintenant, nous allons passer la parole à Zina Harris, la présidente de Green Small Group, pour parler du monde des euh, des compensations carbone. Bonjour tout le monde et merci de suivre pour cette discussion sur les compensations carbone. Je suis Zina Harris et je suis la présidente et la fondatrice de Green Spark Group, un groupe, une compagnie de consultation dans la zone verte qui dessert en fait les secteurs de la télévision et du film. Alors voilà, je me décris, je suis à la maison et j'ai quelques photos derrière moi, mais bon, je porte des lunettes, j'ai des cheveux blonds. Alors voilà, les compensations carbone. C'est un sujet qui est soulevé souvent et je vais parler brièvement de ces compensations carbone aujourd'hui. Si on peut monter la diapo. J'ai préparé ces 5 plans pour s'assurer d'avoir une production carbone neutre et évidemment, les compensations carbone font partie de de la discussion. J'entends souvent des gens que les compensations carbone portent à la confusion. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent acheter et de quelle compagnie on devrait acheter ces crédits. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir démystifier cela pour vous et vous pointer dans la bonne direction. Alors, si vous sentez que les compensations carbone sont comme un genre de cube Rubik's ou que c'est un peu complexe, on va essayer de vous aider à vous orienter aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais dire que les compensations, typiquement, on pense à ces crédits
surtout pour essayer de rendre les réalisations, les productions carbone neutres et comment enlever des émissions carbone de votre production, de votre projet, comment séquestrer ce carbone ou l'enlever en fait de l'atmosphère. Alors voilà la façon typique que les gens pensent, réfléchissent à ces compensations carbone. Le processus pour entamer cette réflexion sur les compensations carbone inclut, et nous avons entendu beaucoup sur ce sujet aujourd'hui, ça inclut plusieurs étapes que je vais les discuter. Ensuite, on va regarder un peu les détails sur les compensations carbone. Tout d'abord, la planification. La planification est très importante, comme nous avons entendu. Il y a de très bonnes ressources, comme nous venons d'entendre, et il y a beaucoup qu'on peut intégrer aussi dans dans le plan, dans le processus de planification, mais essentiellement, c'est de penser aux actions que vous allez prendre pour éviter ou pour réduire les émissions sur votre plateau de tournage et comment vous voulez le faire pour votre projet. La deuxième étape, c'est de s'engager, ce qui veut dire de s'engager au sein du leadership avec votre équipe. Alors, parlez de ce que vous allez faire pour mettre en œuvre le plan et prendre les étapes pour vous engager dans votre prise de décision avec votre équipe, avec toutes les parties prenantes pour penser de la manière de le faire. La troisième étape sera la mise en œuvre, c'est-à-dire prendre le plan et en créer des actions. Prendre des décisions activement pour réduire les émissions carbone et vous assurer que tous les membres de l'équipe comprennent et travaillent à l'arrivée de cet objectif. L'autre étape, c'est de calculer vos émissions carbone et de prendre les données que vous avez colligées sur le cours de la production et de les mettre dans une calculatrice de carbone. Comme ce fut mentionné, il y a différentes manières de calculer dépendant de la manière dont vous êtes installé et il serait peut-être envisageable de penser à une manière de calculer en particulier. Les émissions, c'est-à-dire l'empreinte carbone que vous obtiendrez suite à ce calcul, devraient être les émissions qui vous sont inévitables en cours de réalisation. Et c'est ce que vous utiliseriez pour penser donc à des achats de crédits de carbone. Alors, quand on y pense, si vous sautez au calcul et à l'étape de crédit carbone, si vous y pensez immédiatement et vous oubliez ou vous ne le faites pas, ou vous ne travaillez pas à engager, à planifier et à éviter les émissions, eh bien, le risque, c'est que vous serez vu comme étant une personne qui fait de l'éco-blanchiment. Et là, nous avons beaucoup plus de ressources. Les organisations de financement sont impliquées dans ce processus. D'autres organisations sont impliquées dans le processus également. Nous devons donc garder en tête, il faut faire attention d'arriver directement à l'étape du calcul et des crédits de carbone parce que c'est perçu comme étant de l'éco-blanchiment et vous ne voulez pas être vu de cette manière. Alors, quand on pense au crédit de carbone, il est important de penser à des projets qui ont bonne réputation et peuvent être vérifiés. Alors, le standard AR, c'est ISO 14064, la CR, CRA, VERA, ce sont toutes des bonnes ressources quand vous cherchez à avoir donc des crédits de carbone. Alors maintenant, j'aimerais résumer rapidement ce que sont que les crédits de carbone et veuillez garder en tête que c'est une chose qui est en constante évolution. C'est complexe déjà à comprendre. Voici certaines des choses que vous pouvez garder en tête pour vous aider à faciliter votre processus et votre prise de décision par rapport au crédit de carbone. La première chose, c'est la stratégie.
Quel genre de crédit de carbone voulez-vous? Ça peut être plutôt, par exemple, orienté vers la conservation, le renouvellement des énergies, etc. Ensuite, pensez à des standards de vérification dont j'ai déjà parlé. Le standard OR en est un gold standard, en est un bon à garder en tête. Gardez l'œil ouvert pour ça et faites votre propre recherche. Pensez à quels sont les projets de crédit de carbone et quels ont été vérifiés, quelles sont les compagnies canadiennes si vous êtes au Canada. Si vous voulez acheter des crédits de carbone d'une compagnie canadienne, eh bien, j'en ai une liste courte ici. Carbon Zero, Less Emissions, euh, Nature Conservancy Canada, Live Clean, Ostrom, Climate. Ce sont des organisations qui ont des projets qui sont vérifiés, basés sur les objectifs de carbone vérifiés. Alors, si vous voulez chercher à avoir des crédits de ces organisations, eh bien, c'est un bon endroit pour commencer et ensuite, vous serez en mesure de faire votre recherche à partir de là pour décider quoi acheter. Alors, rappelez-vous d'employer toutes les étapes dans le processus avant de penser aux émissions carbone et ensuite aller directement au projet particulier que vous aimeriez. Alors, je laisse ça ainsi. Merci beaucoup. Et j'envoie maintenant le microphone à Sally qui terminera pour nous. Merci beaucoup. Un gros remerciement à toutes les personnes qui ont présenté, qui ont partagé leurs connaissances, leur passion avec nous aujourd'hui. Alors, l'enregistrement également de cette session, les informations à la ressource d'aujourd'hui seront disponibles dans les jours suivants sur notre site web sous la partie ressources vertes. Nous allons également vous envoyer un lien. Alors, avant de terminer, une dernière annonce à faire. Pour être le changement que nous voulons voir, il est nécessaire que la durabilité fasse partie du contenu de tout genre. Et par rapport à cela, je suis très heureuse de vous parler d'une nouvelle opportunité pour les créateurs émergents que nous lançons en tant que pilote aujourd'hui, c'est-à-dire semer les graines du changement. Nous cherchons à atteindre une démographie plus jeune et nous savons qu'ils passent beaucoup de temps sur les médias sociaux, alors on cherche à avoir 10 créateurs émergents pour créer un contenu très court, idéalement 60 secondes ou moins, au sujet du changement climatique. L'échéancier est le 1er septembre. Pour postuler, il y aura d'autres détails sur notre site web et nous allons également partager avec vous des informations après cette session. Ce qui nous amène à la fin de notre 2e édition des Graines du changement et j'aimerais remercier Lisa Clarkson, Takanaga, Audrey Lorchi et Selman Yoga tous qui ont fait la programmation d'aujourd'hui et qui ont géré les présentations, les questions et la partie technologique de la session. C'est énormément de travail. Et finalement, j'aimerais terminer en disant le changement envers une industrie plus éco-durable ne sera possible que si nous changeons nous-mêmes ce que nous faisons et que nous nous soutenions les uns les autres. Alors, nous avons fait une grande différence dans la dernière année ensemble et j'ai très hâte de voir les impacts que nous continuerons à avoir dans les années à venir. Je vous